Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2025, organisé par l'URSSAF Centre-Val de Loire et en collaboration avec la GFIP. Je suis Martha Rimbaud, je suis manager au sein du service recouvrement des travailleurs du régime général et des administrations et collectivités territoriales et je suis accompagnée pour ce webinaire de Thierry. Alors bonjour, je suis Thierry Herold, je suis chargé d'études et développement à la GFIP en région Centre-Val de Loire. Pour cette présentation, nous serons également accompagnés de Mélissa Bourreau de la GFIP et de Marie-Do Bouillet qui répondront à vos questions tout au long de ce webinaire. A noter que seules les questions de portée générale seront prises en compte. Toutes vos questions qui vont traiter de situations personnelles ne seront pas traitées dans ce webinaire. Nous vous invitons à nous les transmettre par l'intermédiaire de votre compte en ligne. Dans l'éventualité où nos médiateurs ne pourraient pas répondre à l'intégralité de vos questions, sachez qu'une foire aux questions sera mise à disposition à l'issue de ce webinaire. Enfin, et avant de commencer dans le vif du sujet, sachez que cette présentation est enregistrée et qu'un replay vous sera accessible via le lien qui vous a été transmis dans l'invitation pour ce webinaire. Alors, pour le sommaire de ce webinaire, nous allons donc dans un premier temps voir qui est concerné par la déclaration annuelle liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, puis comment préparer sa déclaration annuelle. Nous vous présenterons le nouveau simulateur mis à disposition sur le site de la GFIP. Ensuite, nous ferons un zoom sur les accords agréés et nous aurons une séquence de questions-réponses. Donc, je passe la parole à Thierry. Merci Martha. Alors du coup, on entre dans le vif du sujet, donc avec la question qui est concerné par la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés. En fait, toutes les entreprises sont concernées, mais à deux niveaux différents. Premier niveau, la déclaration du statut de travailleur handicapé. L'obligation pour toutes les entreprises de plus ou moins 20 salariés de déclarer ses bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, salariés dans l'entreprise et les stagiaires. Et ça se fait à la rubrique 72 du bloc contrat, bloc 40. Et puis pour les entreprises utilisatrices, c'est BOETH externe, avec la déclaration annuelle au bloc complément OETH, bloc 13, selon les codifications que vous retrouverez sur le support juste en dessous. La période d'emploi de ces effectifs est à préciser à la rubrique millésime de rattachement, bloc 13, rubrique 004, pardon. Elle doit correspondre à l'année de référence N. Pour la déclaration 2025, le millésime à renseigner est donc 2024. Ensuite, qui est concerné par la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés? La déclaration annuelle OETH est obligatoire, même si vous avez atteint le taux d'emploi de 6%, avec les BOETH internes et externes, et ou en période exonératoire afin de déclarer les déductions et ou accords agréés. A noter que seul dans le cas d'un accord agréé, le montant de contribution à zéro est à déclarer au bloc 23 et bloc 82, rubrique 68, contribution ETH réellement due. Donc toujours pour répondre à la question qui est concerné par la contribution d'OETH. Donc les entreprises de 20 salariés et plus, donc on est bien sur un effectif au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire par 6 rangs. Donc si votre obligation d'emploi de travailleur handicapé de 6% n'est pas atteinte, effectivement, vous êtes concerné par la contribution d'OETH. Par rapport à l'établissement qui doit porter la déclaration, sachez qu'une seule déclaration pour l'ensemble de vos établissements doit être faite. Il peut s'agir d'un autre établissement que celui du siège. Enfin, par rapport au millésime qui est à renseigner dans la DSN, vous allez effectuer cette année votre déclaration en 2025 et le millésime, comme vous l'a rappelé Thierry, sera à renseigner en 2024, puisque la contribution se déclare bien toujours en N+1. Au niveau du calendrier de la déclaration, la DOTH est à déclarer sur la DSN du mois d'avril, c'est-à-dire pour cette année aux échéances des 5 et 15 mai 2025. Ces échéances correspondent aux autres contributions et cotisations qui sont dues. Donc,
déterminé en fonction de votre effectif. Si vous avez un effectif qui est au-dessus des 50 salariés, vous déclarerez au 5. Et s'il est en dessous des 50 salariés, ce sera donc au 15. Cette déclaration, bien sûr, sera associée au paiement de la contribution due. On peut avoir des situations de dispense de déclaration. Ce seront les entreprises qui vont cumuler deux situations. Donc tout d'abord, un taux d'emploi de travailleurs handicapés de 6% atteint, en tenant compte des BOTH internes qui sont déclarés mensuellement dans la DSN, à savoir que cet effectif-là tient bien compte du coefficient de 1,5 qui est appliqué aux effectifs BOTH âgés de 50 ans et plus. À noter que l'âge du salarié est bien considéré dans l'année. Si votre salarié a 50 ans, même au 31 décembre de l'année, vous appliquerez ce coefficient de 1,5 pour toute l'année. Et enfin, deuxième condition, c'est qu'aucun accord agréé n'a été signé et que vous n'avez aucun BOTH externe et aucune déduction à déclarer. Alors, quelle entreprise n'a pas de contribution à verser? Donc, si votre entreprise a bien atteint le taux d'emploi de 6%, donc c'est 6%, je vous rappelle, qui est appliqué à votre EMA OETH qui vous est notifié. Donc, si l'obligation d'emploi est respectée, vous n'avez pas de contribution à payer. Également, si vous êtes sous accord agréé, puisque la dépense va être fléchée plutôt dans l'investissement au sein de votre entreprise en faveur des travailleurs handicapés. Également, si vous êtes dans une situation dont la déclaration des déductions réduit au point d'annuler le montant de la contribution, c'est le cas et uniquement le cas des ECAP qui vous permettent éventuellement de réduire sur la totalité de la contribution, donc elle n'est pas plafonnée. Et c'est bien la seule, donc j'insiste sur ce point. Et enfin, être en période exonératoire. Donc, en ce qui concerne cette période exonératoire, en fait, il s'agit de la loi Pacte. L'entreprise qui franchit le seuil de 20 salariés pendant 5 années consécutives, l'entreprise doit franchir le seuil de 20 salariés pendant 5 années consécutives pour être assujettie à l'OETH. On reparlera plus tard de la loi Pacte, excusez-moi. Donc, si dans ce délai, l'entreprise redescend en dessous de seuil des 20 salariés, effectivement, on interrompt ces 5 années. Donc, il faudra attendre qu'elle refranchisse le seuil de 20 salariés une nouvelle fois pour que le délai d'exonération repart pour 5 années consécutives. Alors, aujourd'hui, comment préparer votre déclaration? Donc, nous vous conseillons de rassembler certains éléments indispensables avant de commencer à vous mettre à réaliser votre déclaration. Le mieux est de rassembler les éléments suivants. Donc, les attestations de sous-traitance. Ces dernières vous ont été remises par les entreprises adaptées, les ESAT, les services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Les attestations d'emploi d'intérimaires. Si votre entreprise a fait appel à des intérimaires et que ces derniers sont des travailleurs en situation de handicap, alors votre entreprise d'intérim, les entreprises adaptées de travail temporaire, les groupements d'employeurs vous ont remis également une attestation pour préparer votre déclaration. Si vous avez signé un accord agréé en faveur du handicap et qu'il a été mis en place ainsi que le numéro de cet accord, si vous ne trouvez pas ce numéro en interne, vous pouvez toujours vous rapprocher de la DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui a agréé votre accord. On vous demande aussi de vous munir du montant de la contribution de l'année N-1. Ces documents, évidemment, sont à conserver et ne sont pas adressés à l'URSSAF au moment de votre déclaration. Vous allez également rapprocher d'autres informations. L'URSSAF vous a notifié vos effectifs au ETH de l'année 2024 le 15 mars dernier. Ces effectifs sont disponibles sur votre compte en ligne URSSAF en reprenant les éléments d'effectifs d'assujettissement à l'obligation d'emploi, les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés internes, les effectifs des emplois exigeant des conditions et aptitudes particulières, les ECAP, le nombre de travailleurs handicapés employés dans l'entreprise, correspondant à 6% de l'effectif d'assujettissement arrondi à l'entier inférieur,
Les effectifs BOETH internes notifiés par l'URSSAF intègrent la majoration de 1,5 concernant les BOETH de 50 ans et plus, comme le disait Martha tout à l'heure. Alors, vous posez peut-être la question sur le fait que vous receviez ou non cette notification des effectifs de la part de l'URSSAF. Donc effectivement, si votre entreprise a moins de 20 salariés, il est tout à fait normal que la notification ne vous soit pas parvenue. Par contre, l'obligation déclarative mensuelle des BOETH reste obligatoire. Vous devez, quand vous avez connaissance d'un statut de travailleur handicapé, vous avez l'obligation de le déclarer mensuellement au sein de la DSN. Ça sera également le cas si votre entreprise bénéficie d'une neutralisation sur 5 années, donc la loi PACTE. Effectivement, depuis le 1er janvier 2020, les entreprises qui franchissent une première année le seuil d'effectif de 20 salariés ou qui occupent déjà 20 salariés ou plus au moment de leur création, eh bien, ces entreprises vont bien bénéficier d'une neutralisation sur 5 années consécutives. Donc, ces entreprises n'auront pas, de la part de l'URSSAF, cette notification des effectifs. Par contre, si vous êtes dans le cas d'une entreprise qui a 20 salariés et plus, et que vous ne bénéficiez pas d'une neutralisation sur 5 ans, effectivement, là, il n'est pas normal que vous n'ayez pas reçu cette notification d'effectifs. Mais sachez que les effectifs sont visibles sur votre compte en ligne, et vous pouvez tout à fait vous retourner vers les services de l'URSSAF pour qu'une copie vous en soit retournée. Vous posez également la question, en cas de radiation, si la déclaration doit être effectuée. Alors, deux cas de figure. Elle ne sera pas effectuée si votre entreprise est radiée au plus tard au 31 décembre de l'année. Effectivement, dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par la déclaration annuelle de l'année N+1. En revanche, si votre entreprise est radiée entre le 1er janvier de l'année N+1 et la date d'exigibilité de la déclaration annuelle, c'est-à-dire les 5 et 15 mai, donc période d'emploi d'avril, là effectivement la déclaration doit être effectuée et doit se faire en avance sur la dernière DSN mensuelle avant votre radiation. Et concernant l'accès aux notifications de l'ensemble des EMA que vous envoie l'URSSAF, effectivement, elles sont disponibles directement sur votre compte en ligne des entreprises si vous êtes concerné par cette notification d'effectifs. Donc, ces effectifs au ETH que l'URSSAF vous a notifiés pour l'année 2024 vont prendre en compte l'ensemble des blocs changements qui auront été effectués jusqu'aux échéances des 5 et 15 février 2025. Donc, l'URSSAF vous invite à utiliser l'effectif que vous avez calculé si vous avez effectué des régularisations postérieurement aux échéances de février. Dans notre échange, il nous faudra bien sûr des éléments pour que l'on puisse vérifier vos calculs, tels que l'identité des salariés bénéficiaires d'un statut de travailleur handicapé, la nature de leur contrat, leur quotité de travail, leur date de présence dans l'entreprise dans l'année considérée, et également la validité du statut des travailleurs handicapés. Ainsi, nous procéderons à un nouveau recalcul et nous pourrons vous notifier ce recalcul des effectifs BOETH ou OETH s'il est concerné également. Pour tout autre sujet qui concerne une divergence de calcul, effectivement, comme je vous disais, votre URSSAF est là et depuis votre espace en ligne, vous voyez donc les éléments qu'on vient d'aborder qui vont justifier votre calcul de manière à ce qu'on puisse donc le vérifier et vous les confirmer. On vous a mis sur cette slide une illustration de votre compte en ligne, l'endroit où vous pouvez aisément retrouver les effectifs qui vous sont mis à disposition. Donc ils sont accessibles directement par l'onglet compte, puis embauche et enfin effectifs. Et donc là vous retrouvez tous les effectifs qui sont calculés par l'URSSAF à partir de vos données de la DSN. Et donc vous verrez qu'il y a bien l'année 2024, mais également un historique qui remonte jusqu'à 2020. Alors, comment comptabiliser un salarié dont le contrat est suspendu, quelle que soit la nature ou l'absence d'un salarié, que ce soit arrêt maladie, congé sabbatique ou chômage partiel? Son contrat est tout de même valorisé dans l'effectif en fonction de sa quotité de travail théorique. Le contrat de l'individu, même suspendu, est donc déclaré dans la DSN.
Le remplaçant, en revanche, d'un salarié absent ne compte pas dans l'effectif, sauf pour l'effectif moyen BOETH s'il est en situation de handicap. Comment comptabiliser un salarié à mi-temps thérapeutique? Un salarié à mi-temps thérapeutique est valorisé au prorata de sa durée de travail, sous réserve que le temps partiel thérapeutique ainsi que les horaires de salariés concernés soient formalisés par écrit. La proratisation applicable en taux partiel peut être effectuée. Pour entrer dans la formule de calcul, on commence donc par calculer le montant de la contribution brute. Pour ça, on va trouver le nombre de bénéficiaires à employer, c'est-à-dire 6% de l'effectif d'assujettissement qui vous a été notifié, arrondi à l'entier inférieur. On va y soustraire le nombre de bénéficiaires réellement employés, ce qui va nous donner le nombre de bénéficiaires manquants, éventuellement si votre entreprise n'est pas à 6%. On va multiplier ce nombre de bénéficiaires manquants par le barème qui est présenté en dessous et qui est défini en fonction de la taille de votre entreprise. Donc le barème par taille d'entreprise exprimé au SMIC horaire brut, 400 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de moins de 250 salariés, 500 pour les entreprises de 250 à 750 et 600 pour celles qui dépassent les 750 salariés. On va y revenir après, mais petite notion sur le barème, sur la surcontribution, puisque un barème de 1500 fois le SMIC horaire est appliqué si pendant 4 années consécutives, il n'y a pas eu de personnes en situation de handicap employées, accueillies en stage, ou que le montant minimum des achats de sous-traitance n'est pas atteint, c'est-à-dire 600 fois le SMIC horaire, et qu'il n'y a pas d'accord agréé conclu non plus sur cette période. Tout ça, ça va nous permettre de définir le montant de la contribution brute avant déduction. Pour rappel, le SMIC applicable pour la déclaration 2025 est 11,88. Alors, petit zoom sur la surcontribution. Pour éviter la surcontribution avec l'application du coefficient de 1500, l'employeur doit, au cours des 4 années précédentes, 3 années précédentes plus année de référence, avoir rempli l'une des conditions suivantes. Employer au moins un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, alors que ce soit un salarié, un intérimaire, un stagiaire ou une personne mise à disposition par un groupement d'employeurs, accueilli un stagiaire bénéficiaire de l'obligation d'emploi, y compris en période de mise en situation en milieu professionnel, passer un ou plusieurs contrats de sous-traitance auprès du secteur protégé, adapté ou travailleurs indépendants handicapés, ou bénéficiaire de l'obligation de travailleurs handicapés en portage salarial pour l'achat de produits, prestations ou mise à disposition de personnel pour un montant minimum hors taxe cumulé sur 4 ans égal à 600 fois le SMIC horaire brut. L'entreprise peut également appliquer un accord agréé. Le montant de la surcontribution égale donc à 1500 fois le SMIC horaire brut multiplié par le nombre de bénéficiaires manquants. Donc, pour un exemple, une entreprise de 50 salariés sans aucune action positive depuis 2021, avec un objectif de 2 BOETH, se verra appliquer 1500 fois 11,88 fois 2, c'est-à-dire 35 640 € de contribution. Sur ces contributions brutes s'appliquent des déductions. Donc la contribution d'une entreprise peut être réduite par 3 types de déductions. Déduction en lien avec les effectifs ECAP de l'entreprise. Donc la liste des ECAP n'a pas évolué, vous la retrouverez sous le lien du support. Et la déduction se calcule en appliquant la formule suivante, 37 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre, multiplié par le nombre de salariés ECAP. Il y a également des déductions résultant de la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services passés avec le secteur adapté, toujours 30% du montant hors taxe de la main-d'œuvre des achats réalisés auprès des EA, des ESAT, des TIH, des EPS, lorsque le salarié est en situation de handicap. Le montant de la déduction est plafonné en fonction du taux d'emploi de travailleurs handicapés réellement présents dans l'entreprise. 50% de la contribution annuelle brute si votre taux d'emploi direct est inférieur à 3%, 75% de la contribution annuelle brute si celui-ci est supérieur à 3%. Il y a également les dépenses déductibles. Ces dépenses déductibles supportées directement par les entreprises sont destinées à favoriser l'insertion ou le maintien des personnes en situation de handicap. Ce montant de déduction est plafonné à 10% du montant de la contribution annuelle brute. Il y a toujours 6 dépenses déductibles,
dont 3 provisoires, et on reprendra cette notion après. Les déductions qui sont pérennes, la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, le maintien dans l'emploi dans l'entreprise et reconversion professionnelle de personnes en situation de handicap par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels en compensation de leur situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes. Les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par des organismes externes afin de favoriser la prise en poste et le maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Enfin, pour 2024, puisque c'était à titre transitoire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, vous avez toujours la possibilité de déduire les dépenses suivantes: la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise, le partenariat par voie de convention d'adhésion à des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, et les actions concourant à la professionnalisation, j'insiste sur le mot seulement professionnalisation, des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des ESAT et des TIH, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs. Donc on a vu la première partie de calcul de la contribution, qui était la contribution brute. On va voir maintenant le calcul de la contribution nette. Donc on part effectivement du montant de la contribution brute calculée tel que vous la présentiez Thierry. On va ôter du montant de cette contribution toutes les déductions liées au contrat conclu auprès d'entreprises adaptées, ESAT, travailleurs indépendants handicapés ou entreprises de portage salarial, et également les dépenses déductibles qui sont éligibles effectivement à ces déductions, et également le montant de la déduction ECAP. Ces trois déductions faites de la contribution brute nous donnent un montant de contribution nette qu'on appelle net après déduction et avant écrêtement. Concernant l'écrêtement, à savoir que cet écrêtement est appliqué à titre transitoire également pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Donc cette année est bien la dernière année d'application de l'écrêtement. Donc pour pallier au changement de législation, le montant de la contribution annuelle au TH a donc fait l'objet d'une modulation, afin de limiter les éventuelles hausses de la contribution des entreprises liées donc aux nouvelles modalités de calcul de la contribution des OETH. Cet écrêtement va s'appliquer uniquement sur le montant différentiel qui est constaté en cas de hausse entre la contribution nette de l'année N-1 et la contribution nette de l'année N après les différentes déductions. Donc on est bien avant écrêtement. On va vous illustrer ce calcul par un exemple. Donc il consiste bien à réduire la hausse calculée en appliquant pour cette année 2024 une réduction de 50% sur le montant de la hausse. Donc pour illustrer ce calcul, on va partir d'un exemple qu'on reprendra d'ailleurs tout à l'heure dans le simulateur AGFIP que va vous présenter Thierry. Donc imaginons donc une entreprise qui a un montant de contribution de l'année 2023, donc l'année N-1, qui est important d'avoir en tête pour pouvoir calculer cet écrêtement, de 3 000 €. On a un montant de contribution pour l'année 2024, donc net avant écrêtement, donc après les déductions faites, de 15 032 €. Nous allons donc calculer la hausse de notre contribution 2024 par rapport à celle de 2023, donc les 15 032 € moins les 3 000 € de contribution 2023, ce qui nous donne donc une hausse constatée de 12 032 €. Et c'est sur ces 12 032 € que nous allons appliquer l'écrêtement de 50% pour l'année 2024 à déclarer en 2025. Donc vous allez pouvoir déduire 6 016 € du montant de la contribution nette avant écrêtement pour arriver à une contribution nette après écrêtement de 9 016 €.
À noter que cet écrêtement ne doit s'appliquer qu'à partir d'un montant de contribution réellement déclaré et donc dû au titre d'une année N-1. C'est-à-dire que si vous sortez d'une période de neutralisation, vous ne pouvez en aucun cas appliquer cet écrêtement, puisqu'il ne s'applique qu'à partir du moment où vous avez déclaré et donc vous étiez redevable d'une contribution. Et j'insiste sur le fait que l'année 2025 est bien la dernière année d'application de cet écrêtement. Alors, nous allons vous présenter le simulateur AGFIP qui va vous être utile du coup pour préparer votre déclaration ETH. Puisque pour rappel, la DSN n'est pas un outil de calcul, c'est un outil de déclaration. Pour vous aider à réaliser vos calculs, l'AGFIP a mis à votre disposition, comme chaque année, un simulateur sur le site agfip.fr, sur lequel vous allez pouvoir sélectionner l'année sur l'exercice à simuler et après avoir compilé les éléments qu'on vous a présentés en amont, commencer à réaliser votre simulation. Avec le simulateur, vous allez pouvoir entrer l'ensemble des informations pour calculer le montant de votre contribution. Par exemple, sur une entreprise où l'effectif que vous avez reçu de la part de l'URSSAF est de 120 ETP sur l'année 2024, l'objectif de 6% amène une réponse d'obligation d'emploi de 7 ETP travailleurs handicapés. L'entreprise déclare avoir un chauffeur-livreur, celui-ci faisant partie des métiers relevant des ECAP, un salarié travailleur handicapé à temps plein de moins de 50 ans, un salarié travailleur handicapé de plus de 50 ans à temps partiel, 80%, un salarié TH externe de moins de 50 ans à temps partiel, 50% en qualité d'intérimaire. L'entreprise a également réalisé des achats de prestations de ménage auprès d'un ESAT pour 16 667 € en 2024. La prise en compte de cette prestation sera de 5 000 €, soit 30% de la main-d'œuvre hors taxe liée à cette facture. Les dépenses pour participation à un forum d'emploi de travailleurs handicapés de 200 €, qui correspondent à des frais d'inscription en 2024, et la contribution 2023 à prendre en compte pour le calcul de l'écrêtement était de 3 000 €. Donc, en renseignant l'intégralité de ces éléments dans le simulateur, vous allez pouvoir avoir le détail des informations que vous avez compilées sur le simulateur. À chaque fois, à côté, vous allez avoir également l'impact de vos actions en termes financiers sur le montant de votre contribution. Et vous allez effectivement avoir, d'après votre simulation, obtenir le montant de la contribution qui sera due auprès de l'URSSAF. Sur ce simulateur, vous verrez que vous avez également en bas un petit rappel qui peut vous aider aussi à vous dire comment atteindre votre obligation d'emploi. C'est toujours intéressant à regarder. La valeur du SMIC à prendre en compte sur cette déclaration sera bien celle du 31 décembre N-1. Donc ce nouveau simulateur également illustre la manière dont vous devez reporter les valeurs à déclarer au sein d'un DSN. Donc on retrouve ici sur ce premier tableau les effectifs BOTH externes intérimaires, puisque dans notre exemple, l'entreprise employait un intérimaire externe pour 0,5, puisque ce salarié était à temps partiel à 50%. Donc également sur la slide suivante, on va retrouver notre déduction ECAP que l'on aura calculée à partir de l'EMA ECAP qui a été notifié, auquel on va multiplier donc, la formule de calcul 17 fois le SMIC. Donc ça nous donne une déduction ECAP de 201,96 €. Également on retrouve les dépenses de sous-traitance que l'entreprise aura passées sur l'année N-1. Donc ceux-là également, ils sont à valoriser sur la globalité de la dépense engagée dans la limite des 30% hors taxe de la main-d'œuvre. En aucun cas, ce montant-là doit être plafonné. C'est bien l'entièreté de la somme qui doit être déclarée. Également, on retrouve les dépenses déductibles que l'entreprise avait dépensées pour un forum, donc les 200 € à la valeur 71, toujours de ce bloc 82. Donc voilà, on voit comment ça se traduit au niveau des modalités déclaratives du bloc 82.
Et enfin, on va avoir le tableau qui va concerner les montants de contribution calculés. Donc là, on retrouve plusieurs blocs 82 avec des rubriques avec des valeurs 65, 66, 67 et 68 qui sont obligatoirement à renseigner. Donc la première qui va être la contribution OETH brute avant déduction. Ensuite la 66, la contribution nette avant écrêtement mais après déduction. Ensuite la contribution OETH nette après écrêtement. Et enfin la contribution OETH réellement due, donc celle qui doit également être déclarée au niveau de l'URSSAF et donc réglée. Ces 4 rubriques sont très importantes puisque chacune de ces étapes du calcul doivent être bien déclarées au niveau de la DSN. Si votre accord agréé a été signé et qu'il est toujours en cours, effectivement, dans ce cas, vous n'avez pas de contribution à régler directement à l'URSSAF, mais pour autant, le montant de la rubrique 68, le montant de la contribution OETH réelle due, doit être porté à 0, et ce, obligatoirement porté à 0. Il faut bien renseigner la rubrique. Au niveau des données agrégées, donc plus spécifiquement URSSAF, le montant de la contribution OETH réel due doit également être déclaré au niveau du bloc 23, avec son code type de personnel qui lui est dédié, le code type de personnel 730, en y renseignant la rubrique montant d'assiette. Donc la rubrique 004 du bloc 23. Il est important aussi que vous respectiez les modalités déclaratives de manière à ce qu'on ait bien en retour le montant de votre contribution déclarée. Également, au niveau du bloc paiement, pour la CCMSA et l'URSSAF d'ailleurs, ce montant doit également être déclaré au niveau de ce bloc paiement, donc versement organisme de protection sociale, et il sera intégré au même titre que les autres contributions que vous payez dans le montant du versement, donc à la rubrique 5 du bloc 20. Donc le montant de la contribution est bien payé au même moment que vos cotisations de la période d'emploi d'avril. Alors, on va faire un petit zoom sur les accords agréés. Donc, pour mettre en œuvre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'entreprise peut signer des accords de branche, de groupe ou d'entreprise en prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. À savoir que depuis 2020, ces accords peuvent être de 3 années maximum et renouvelables une seule fois. Le principe est que l'employeur qui va y consacrer en termes de financement du son programme pluriannuel le montant de ce qu'il aurait dû verser aux URSSAF ou aux caisses de la MSA au titre de la période correspondant à la durée de l'accord. Le montant minimum du budget de l'accord doit être le suivant: contribution nette sur la durée de l'accord, plus déduction des dépenses déductibles sur la durée de l'accord. Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords, donc pour les accords de branche, il s'agit du ministre chargé de l'emploi, pour les accords d'entreprise, du préfet de département où est situé le siège de l'entreprise, et pour les accords de groupe, concernant les entreprises situées dans plusieurs départements, il s'agit du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante. Alors ces accords agréés, ils sont également à déclarer en DSN. Il y a donc un bloc qui est mobilisé dans la DSN à cet effet. Il s'agit du bloc 13. Donc dans ce bloc 13, vous avez à y renseigner obligatoirement le numéro d'agrément qui est indiqué dans l'arrêté portant agrément de l'accord d'entreprise, de groupe, de branche ou d'établissement. Également, vous devez y rattacher le millésime de l'année concernée, donc pour cette année, le millésime 2024, à la rubrique 004 de ce bloc 13. Sachez que le référentiel des accords agréés qui est en cours de validité et qui provient de la Direction générale du travail est mis à disposition par le JIP-MDS et mis à jour annuellement. Donc le lien vous a été mis sur le support. Donc n'oubliez surtout pas de déclarer votre accord agréé dans le bloc 13. Au niveau de ces conséquences de cet accord agréé, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est surtout important également que vous n'oubliez pas de reporter une valeur à 0 au niveau de la contribution OETH réelle due du bloc 82, mais également au niveau du bloc données agrégées, donc URSSAF, au niveau du code type de personnel 730, là également bien y déclarer un montant d'assiette à 0.
Donc voilà, cette modalité est à respecter en cas d'accord agréé. Concernant les déclarations d'un versement pour dépenses non réalisées au terme d'un accord agréé. Donc, dans le cas où la DDETS ou la DGEFP vous notifie un versement pour dépenses non réalisées après la fin de période de validité de votre accord agréé, donc il doit être souscrit pour 3 ans et renouvelable une fois, il va falloir déclarer ce paiement également en DSN. Par contre, le calendrier n'est pas le même que la contribution annuelle, puisque pour les dépenses non réalisées, vous devez le faire dans les 2 mois qui suivent la réception de cette notification. Là, de la même manière, le bloc 82 doit être mobilisé, une rubrique spécifique y est consacrée, avec un code de cotisation 069 pour les dépenses OTH prévues à l'accord et non réalisées. Et vous devez donc y indiquer à la rubrique 1 le montant dû suite au bilan de cet accord. Également, au niveau de l'URSSAF, au bloc 23, un code type de personnel est dédié. Il s'agit du code type 740. Et donc là, de la même manière, vous devez déclarer en montant d'assiette le montant qui vous a été notifié et qui sera donc à régler dans les 2 mois suivant sa réception. Lorsque la déclaration de la valeur 69, donc tout ce qui est pour ce qui est des dépenses OETH prévues par l'accord et non réalisées, intervient sur la même période d'emploi que celle de l'exigibilité de la contribution annuelle, donc pour rappel, période d'emploi avril, donc ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il va bien falloir distinguer ces 2 contributions. Vous avez bien la valeur 69 qui est vraiment dédiée aux dépenses OTH prévues par l'accord mais non réalisées. Donc c'est bien le montant du reliquat qui vous a été notifié par l'autorité administrative qui était déclaré dans cette rubrique 69 au bloc 82 et en code type de personnel 740 au niveau du bloc 23. Et une autre rubrique doit être mobilisée, donc la valeur 68, qui va correspondre à la contribution OTH réelle due, donc la contribution annuelle, donc qui est à déclarer en 2025 pour l'année 2024, et qui correspond bien au montant de la contribution relative à l'exercice que vous aurez calculé, comme on a vu précédemment. Le code type de personnel qui est associé, c'est le code type 730. Donc, on a bien une distinction entre ces 2 contributions et en aucun cas, ces montants ne doivent être cumulés, que ce soit en données individuelles bloc 82 ou en données agrégées sur le bloc 23. Il s'agit de bien les distinguer, chacune d'entre elles. Bien distinguer. Concernant la taxation forfaitaire, c'est nouveau, on va dire, en tout cas, elle a été mise en place cette année pour la DOTH 2023 qui était à payer en 2024. Effectivement, elle va concerner les employeurs qui sont assujettis à la OTH, mais qui n'ont pas respecté leur obligation d'emploi, et en tout cas déclarative, mais qui s'avèrent être redevables d'une contribution au titre de la DOTH. Donc, pour remédier à cette absence de déclaration, une taxation forfaitaire est fixée à titre provisoire. Le montant de cette taxation forfaitaire correspond au montant de la contribution normalement due, majoré de 25%. A noter que ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive. Donc la contribution qui est ainsi déterminée vous est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. Donc par exemple, pour la contribution 2023 qui est à payer en 2024, les entreprises qui n'ont pas donc respecté leur obligation déclarative auront reçu avant le 31 décembre 2024 un rappel de cotisation sur la forme de mise en demeure, les informant de l'absence de déclaration. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez régulariser votre situation. Et il est important que vous le fassiez, puisque sinon, effectivement, vous allez vous retrouver avec une augmentation de 5 points à chacune des années consécutives pour laquelle on n'aura pas reçu en retour votre déclaration. Donc, quand l'employeur ou l'entreprise va effectuer sa DOTH après la notification de l'administration, le montant de la contribution due est régularisé, donc le montant de la taxation forfaitaire est annulé, mais il y a une conséquence au niveau des majorations de retard, puisque le montant de la contribution est majoré de 8%. Il
faut savoir que cette taxation forfaitaire n'aboutit qu'auprès d'un certain nombre de relances. Avant l'application de cette taxation, l'URSSAF notifie plusieurs relances auprès de ces entreprises pour leur indiquer l'absence de déclaration sur la période concernée. Alors important aussi de préciser le contact qui est à déclarer sur le suivi des travailleurs handicapés dans votre entreprise. Si l'effectif de votre entreprise est supérieur ou égal à 250 salariés, on vous invite à remplir le bloc 7, Contact chez le déclaré, destiné à communiquer un contact au sein de votre établissement à destination des organismes de protection sociale, les administrations et les services de l'État. Elle permet de spécifier le type 14, Contact chez le déclaré pour le suivi des travailleurs handicapés, qui doit correspondre au référent handicap. Pour information, même les entreprises de moins de 250 salariés sont invitées à remplir également cette rubrique. Alors concernant les erreurs déclaratives, alors effectivement, vous avez pu oublier de mentionner un de vos BOTH externes, une déduction, ou bien vous avez eu connaissance de manière rétroactive d'un statut de travailleur handicapé d'un de vos salariés, ou vous avez oublié de déclarer votre accord agréé, son numéro. En tout cas, en toute état de cause, lorsque vous avez des corrections à apporter à votre déclaration, il n'est jamais trop tard. Par contre, il faut bien avoir en tête que ces corrections doivent être effectuées en DSN et elles doivent bien correspondre à la période à laquelle la déclaration a été faite initialement, donc la période d'avril. Donc il va bien falloir procéder par bloc de régularisation en mode annulaire en place ou en différentiel, avec cette même période de rattachement, donc qui est avril, qui est la période d'échéance pour la contribution, et que vous pouvez faire donc à tout moment et rattacher à la période courante de votre DSN. Des consignes relatives à la OTH en DSN sont mises à disposition sur Net Entreprise. Un certain nombre de fiches vous expliquant les modalités de correction, donc en fonction d'où se trouve l'erreur dans votre déclaration. Voilà, vous avez des fiches qui vous illustrent les modalités correctrices à apporter en DSN. Mais il est important que vous puissiez revenir à tout moment sur votre déclaration, surtout quand vous avez connaissance de manière rétroactive d'un statut de travailleur handicapé, puisque le salarié n'est pas dans l'obligation de déclarer son statut, il le fait que si l'on a l'envie et le besoin. Donc effectivement, qu'on porte à votre connaissance cette donnée de manière tardive, voilà, ne vous êtes pas imputable, mais il est important que dès que vous en ayez connaissance, vous puissiez corriger dans le bloc contrat le nouveau statut de travailleur handicapé et que vous puissiez mobiliser les blocs changements de manière à ce que ce statut de travailleur handicapé soit valorisé dans vos effectifs. Et donc, par conséquent, ça a forcément donc une conséquence sur le montant de la contribution qui est due. Alors, petite alerte, comme chaque année sur les prospections dont vous faites l'objet, prospection agressive ou frauduleuse, par des personnes qui utilisent des argumentaires affirmatifs sur votre situation, qui utilisent des noms, des logos ou des adresses mail très proches de celui de la GFIP, de l'URSSAF, de la DSN, de la DOETH, il y a beaucoup d'imagination. Création de sites reprenant des éléments de nos sites et des mots-clés, donc soyez très vigilants. Attention aux ventes aussi de packs entreprises, prestations de services, de fournitures. Pour rappel, les déductions s'appliquent sur la part main-d'œuvre et pas sur la part matérielle. Être méfiant et vérifier les arguments par rapport aux règles de sous-traitance et de la surcontribution. Vérifiez surtout l'existence de l'entreprise qui vous démarche sur des sites tels que l'UNEA, Osmose ou le site inclusif. Rappel également, seule l'URSSAF est en possession de vos données effectives et des OETH, et ces dernières ne sont communiquées à aucun autre organisme extérieur. Si vous avez justement des questions qui sont liées à votre déclaration, au calcul des effectifs et d'autres sujets en lien avec la DOETH, n'hésitez pas à contacter l'URSSAF, donc au 3957 ou sur l'adresse mail qui vous est communiquée. Enfin, si vous avez des besoins d'informations ou des questions sur comment être orienté pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans votre entreprise, pour bénéficier de diagnostics au sein de votre entreprise également,
contactez-nous au 0800 11 10 09 ou à l'adresse mail qui vous est également communiquée sur cette présentation. Sur cette présentation que vous allez recevoir, vous retrouverez également le guide complet de la réforme des ETH, les fiches consignes sur le portail Net Entreprise, le lien direct vers le simulateur AGFIP et l'accès aussi à la foire aux questions AGFIP où vous allez pouvoir avoir des réponses sur les textes réglementaires et les réponses aux questions qui sont le plus souvent évoquées. Enfin, vous allez également trouver sur ce lien l'onglet employeur du site internet de l'AGFIP, tous les outils qui sont mis à disposition de l'AGFIP pour intégrer le handicap dans vos pratiques ressources humaines et sur le volet achat de votre entreprise. Voilà, Martha et moi avons fini cette présentation. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Merci Martha, merci Thierry. Oui, nous avons quelques questions. La première pour toi Martha, si l'entreprise est radiée, doit-elle effectuer la déclaration? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, il y a deux situations qui peuvent se présenter. Soit votre entreprise a été radiée au 31 décembre de l'année d'assujettissement, de l'année de -1. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas tenu de faire la déclaration. Par contre, si la radiation intervient entre le 1er janvier et la période d'emploi de déclaration de la DOTH, donc la période d'emploi d'avril, là, à ce moment-là, la contribution et la déclaration est à faire. Pour cela, il va falloir tout simplement faire votre déclaration sur la dernière période d'emploi pendant laquelle votre entreprise était encore active. Donc voilà, il faut bien distinguer les deux situations. Du coup, j'en ai une autre qui vient en complément. En cas de changement juridique de l'entreprise au cours de l'année 2024, fusion, cessation d'activité, à quel moment doit-on faire la déclaration? Donc là, de la même manière, on va tenir compte de la date à laquelle cette fusion a lieu. Si elle a lieu avant le 31 décembre, effectivement, il n'y aura pas à faire de déclaration. Les salariés qui auront été transférés dans la nouvelle entreprise seront valorisés sur l'année suivante au sein des travailleurs handicapés, si toutefois ils ont ce statut pour l'année suivante. Et de la même manière, si la fusion intervient après le 1er janvier et avant l'échéance déclarative, la déclaration doit être déposée sur la dernière déclaration avant la fusion ou le transfert. Merci Martha. Thierry, une entreprise de moins de 250 salariés peut-elle compléter le bloc contact référent handicap? Alors tout à fait, c'est ce que je précisais tout à l'heure, il y a une obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés de désigner un référent handicap au sein de leur structure, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises de moins de 250 salariés. En revanche, c'est fortement recommandé d'avoir un contact dans ces entreprises, donc elles sont tout à fait en capacité de le renseigner dans leur déclaration. Merci. Je pense que c'est plus pour toi Martha. Le taux d'emploi devrait changer en 2025. Avez-vous une idée de sa date de changement, de la date de changement du nouveau taux? Alors effectivement, le taux a été donné pour une durée de validité de 5 ans. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'information d'un nouveau taux, donc nous attendons des informations, mais pour l'instant, le taux est maintenu à 6%. Nous communiquerons effectivement sur ce nouveau taux dès que nous en aurons connaissance, mais aujourd'hui, donc, le taux est toujours à 6%. D'accord. Et si je n'ai pas pu saisir en DSN une reconnaissance administrative, est-il possible de le faire en 2025 et pour que cela compte sur la DOETH 2024? Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous n'avez pas toujours la possibilité d'avoir en temps réel les statuts de travailleurs handicapés de vos salariés. Donc dès que vous en avez connaissance, effectivement, il est essentiel que vous déclariez ce statut dans le bloc contrat du salarié à la rubrique 72 et qu'en parallèle, vous puissiez mobiliser un bloc changement de contrat dans lequel il est important de venir indiquer la date à laquelle ce changement a lieu et effectivement aussi de mobiliser la rubrique 48 de ce bloc changement, donc bloc 41, dans lequel vous devez indiquer une date de profondeur de recalcul de la paye qui correspond au premier jour du mois pendant lequel ce changement est intervenu. Ce bloc-là est très important puisqu'il va permettre de calculer de manière rétroactive et de valoriser le travailleur handicapé, en tout cas son statut, sur la totalité de la période.
Donc effectivement, n'hésitez pas, hein, puisque potentiellement, ça peut avoir un impact sur le montant de la contribution calculée, hein, puisque si vous étiez redevable d'une contribution, le nombre de BOTH manquants, du coup, va être réduit. Donc effectivement, il y a un impact financier. Donc ça vous oblige aussi quelque part à recalculer le montant de votre contribution. Mais voilà, il est essentiel que vous le fassiez. Je vous y invite dès que vous avez connaissance de ce changement. Thierry, j'ai une question. Un employeur peut-il déduire des dépenses prises en charge partiellement par l'AGEFIP? Alors dans le cadre des dépenses liées au maintien en emploi d'un salarié en situation de handicap, le reste à charge de l'entreprise qui n'aurait pas été prise en charge pour le coup par l'AGEFIP ou d'autres structures peut être valorisé dans les dépenses déductibles. Alors j'ai une longue question. À la lecture du bulletin officiel de la Sécurité sociale et du guide OETH, nous comprenons qu'une structure qui se crée a 5 ans pour se mettre en conformité vis-à-vis de l'emploi de travailleurs en situation de handicap. Il semble en revanche ne pas y avoir de précision sur la situation en cas de transfert de salariés, telle qu'une fusion ou une absorption. Dans ce cas de franchissement du seuil de 20 salariés suite à une fusion ou absorption, et donc transfert des contrats de travail, l'entreprise bénéficie-t-elle des 5 années pour se mettre en conformité? Alors effectivement, une entreprise qui est d'emblée créée avec un effectif supérieur à 20, effectivement, bénéficie de la loi PAC et de la Pacte, pardon, et de cette période de neutralisation des 5 années. Donc effectivement, cette entreprise ne sera pas assujettie pendant 5 années si toutefois elle maintient son effectif au-delà des 20 salariés. Si dans cette période de 5 ans, son effectif revient à la baisse, donc en dessous des 20 salariés, donc elle redevient non assujettie, hein, puisqu'elle n'est pas assujettie par rapport à son effectif qui est en dessous de l'obligation. Et si l'année qui suit, elle remonte l'effectif à hauteur de au moins 20, là elle repasse également à nouveau dans cette période tunnel de 5 ans dans laquelle voilà, la neutralisation est bien appliquée. Ok. Merci. Comment calculer les effectifs dans le cas d'une entreprise de travail temporaire? Martha. Alors, pour les entreprises de travail temporaire, mais j'ai envie de dire de la même manière que pour les agences de mannequins, les associations intermédiaires, seul le personnel permanent est pris en compte. Les intérimaires ne sont pas comptabilisés dans le MAOETH. Ils seront valorisés s'ils sont travailleurs handicapés dans l'entreprise utilisatrice au niveau de l'EMA-BOTH. Mais en tout cas, au niveau de l'entreprise de travail temporaire, seul le personnel permanent est pris en compte dans les EMA. En 2025, pourra-t-on toujours déduire les actions de sous-traitance, Thierry? Oui, tout à fait. En 2025, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la fin d'une des déductions provisoires qui ne tenait compte que des actions de professionnalisation à destination des EA et ZAT du secteur protégé. Mais en revanche, les actions de sous-traitance sont toujours valorisables sans aucun souci en 2025. Très bien. Martha, nous avons des expatriés affiliés à la CFE. Doit-on les compter dans l'effectif d'assujettissement? Alors, les expatriés, en général, on ne relève pas du régime social de sécurité sociale français. Donc, par conséquent, ils ne sont pas à prendre en compte dans les effectifs. Thierry, la formation du référent handicap peut-elle être valorisée dans le cadre des dépenses déductibles? Alors non, la formation du référent handicap en fait émarge au plan de formation de l'entreprise. L'AGEFIP met en place aussi et à disposition gratuitement des modules de professionnalisation à destination du référent handicap sur notre plateforme Module Pro, et puis il y a également la possibilité d'intégrer le réseau de référents handicap pour se professionnaliser. Très bien, merci. Martha, comment sont calculés les stagiaires dans le cadre du DUOD? Alors effectivement, un stagiaire dans le cadre du DUOD peut être valorisé. Alors en général, ce sont des actions qui se déroulent que sur une journée. Donc le stagiaire doit de toute manière être déclaré au niveau de la DSN en tant que stagiaire. Mathématiquement, effectivement, une journée sur un stagiaire, ça ne va pas avoir une incidence sur le montant de l'effectif moyen annuel. Cependant, il aura effet d'une action positive, et en cas d'application
de surcontribution, il sera pris en compte, donc il va éviter à l'entreprise du coup de se voir appliquer le coefficient de 1500, donc qui correspond à la surcontribution, puisqu'on aura estimé que dans les 3 ans et l'année en cours, il aura eu une action positive en faveur des travailleurs handicapés, donc ça lui permettra d'échapper à la surcontribution. Puisque mathématiquement, aujourd'hui on sait qu'il faut au moins 4 journées pour qu'il puisse y avoir une incidence sur le montant de l'EMA. Donc le DUOD ne sera pas valorisé au niveau de l'EMA, mais il a cet avantage d'éviter la surcontribution, ce qui n'est pas négligeable. Merci Martha. Et j'ai une autre question sur les VRP multicartes. Ils sont toujours comptés au niveau URSSAF pour une personne. Mais quelle est la part lorsqu'on en a plusieurs, sachant qu'on ne connaît pas le pourcentage de mise en œuvre donc pour l'entreprise? Est-ce qu'ils sont vraiment concernés, les VRP multicartes? Alors je sais que les VDI ne sont pas concernés. Alors sur cette... C'est souvent la même chose, VRP et VDI. Voilà, donc pour moi non, ils ne sont pas pris en compte. Voilà, mais cette question-là, elle mérite d'être approfondie et dans la foire aux questions, on va pouvoir vous apporter une réponse beaucoup plus complète. Alors j'ai une dernière petite question parce qu'elle reprend justement toutes les informations dont vous avez parlé tout à l'heure et surtout les informations qui ont été données sur l'usurpation d'identité et tout et tout. Je vais juste essayer de la retrouver, pardon. C'est quelqu'un qui a été contacté par l'URSSAF et qui demandait des informations sur les effectifs et les effectifs des OETH. La personne n'a pas donné d'informations, est-ce qu'elle a bien fait? Elle a totalement bien fait de ne pas communiquer d'informations par téléphone à un interlocuteur qui n'est pas identifié. Et je pense que vous passeriez plus par votre site internet. Oui, on conseille effectivement de ne pas donner des éléments par rapport à ces effectifs si vous n'avez pas la certitude que votre interlocuteur est bien une personne de l'URSSAF. En cas de doute, bien sûr, ne donnez aucune réponse. Et je vous invite à nous envoyer par le biais de votre compte en ligne un message pour nous questionner et un collaborateur va vous répondre et répondre à vos questions. Et si toutefois il s'avérait que c'était bien un agent de l'URSSAF, vous serez rassurés. Mais voilà, soyez prudents sur ces démarchages abusifs au téléphone. Ils se multiplient et effectivement, ils ne sont pas neutres. Des fois en termes financiers. Donc, comme disait mon collègue Thierry tout à l'heure, en fait, l'URSSAF ne divulgue aucune donnée relative aux effectifs. Donc à aucun moment on sera amené à vous contacter pour avoir de telles informations, en tout cas par téléphone. Non. Très bien. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Toutes n'ont pas été répondues via la foire aux questions. Mais sous 10 jours, la foire aux questions, le replay ainsi que le support vous seront transmis par mail, par la même façon qu'a été transmis l'invitation et via notre chaîne YouTube. Mais je vous mets tout ça directement dans la conversation. Je vous laisse conclure. Merci à tous les deux. Merci. Effectivement, nous arrivons au terme de la présentation. Merci Thierry de m'avoir accompagné. Merci également à nos collègues experts qui ont tout au long de ce webinaire répondu à vos questions en direct. Nous nous tenons bien évidemment à disposition pour toute question complémentaire via votre compte en ligne ou via les numéros dédiés que l'on vous a présentés. Et comme vous disait Laura, vous allez recevoir prochainement donc, le lien vers le replay. La foire aux questions et une enquête de satisfaction sur ce webinaire. N'hésitez pas à répondre. Et on vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci à vous. Au revoir.